Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un sujet qui nous touche tous, mais qui reste parfois un peu abstrait, le risque écologique. On entend souvent parler des impacts de nos activités ou même des événements naturels sur nos écosystèmes. Oui, c'est un sujet central, en effet. Alors justement, on va essayer de comprendre ça de plus près. On a sous la main plusieurs documents et notamment un guide méthodologique. Il a été fait pour une association, l'Estran Cité de la Mer, et ces sources vont nous guider pour voir ce qu'est un risque écologique, comment on peut l'analyser et surtout le gérer. Exactement. L'idée, c'est de décortiquer tout ça. Voilà, notre mission, si on peut dire, c'est de rendre ce sujet, qui peut sembler complexe, plus accessible, en s'appuyant vraiment sur ce que disent nos sources. Rien de plus. Allons-y. Alors, pour commencer par le commencement, avant même de parler de risque, peut-être qu'on pourrait juste rappeler ce que c'est l'écologie. Oui, bonne idée, c'est important de poser ça. Les sources le rappellent bien. L'écologie, avant tout, c'est une science. Une science. Oui, celle qui étudie les relations, les interactions entre tous les êtres vivants, nous y compris bien sûr, et leur environnement, leur milieu de vie. Comment tout ça fonctionne ensemble, les équilibres, les dynamiques. Et c'est fondamental de le voir comme ça, comme une science. Le guide insiste là-dessus. Pourquoi c'est si fondamental? Parce que ça veut dire qu'on se base sur l'observation, sur des faits, sur des mesures, des analyses. C'est pas juste une vague idée verte, quoi. C'est une approche rigoureuse pour comprendre comment les systèmes vivants marchent et aussi, bien sûr, comment nos activités humaines elles viennent perturber ces équilibres ou parfois les soutenir d'ailleurs. D'accord. L'écologie, c'est donc la science des interactions. Et le risque écologique, alors, dans ce cadre-là, comment on le définit, simplement? Alors, le guide le définit comme la probabilité qu'une situation indésirable arrive. Une situation liée à un danger qu'on a identifié. Une situation indésirable. Ça peut être quoi, par exemple? Ça peut être très varié. Un truc ponctuel, comme une marée noire, une pollution accidentelle. Ou alors quelque chose de plus lent, de plus durable, comme l'érosion d'une côte à cause du changement climatique, par exemple. Ça peut être évolutif. Probabilité, danger, situation indésirable. J'ai vu passer une formule dans les notes, un peu comme une équation. R égale D H O. Ça nous aide à comprendre ça. Ah oui, tout à fait. C'est une manière très très pratique de décomposer le concept de risque. Alors, le risque, R, il est vu comme le produit de trois choses. Premièrement, le danger, D. C'est la source du problème potentiel. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Une usine qui rejette des produits toxiques, une espèce invasive qui arrive, une pratique de pêche non durable. D'accord. Le danger, c'est la source. Voilà. Ensuite, la conséquence H, parfois on dit hasard en anglais, d'où le H. Dans nos sources, on parle de situation indésirable. C'est l'impact négatif concret si le danger se réalise. Donc ce qui se passe si ça tourne mal. Exactement. La disparition d'une espèce locale, la pollution de l'eau potable, la perte d'un habitat. C'est la gravité potentielle, si vous voulez. D'accord. Et le troisième élément? O. C'est la probabilité d'occurrence O. Quelle est la chance, la fréquence que cette conséquence négative arrive vraiment à cause de ce danger-là? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent, rarement ou est-ce exceptionnel? Je vois. Du coup, le risque R égale DHO. Il augmente si le danger est grave en soi, si ses conséquences sont sévères ou si la probabilité qu'il se produise est élevée. Voire les trois en même temps, bien sûr. C'est intéressant parce que ça oblige à regarder plusieurs aspects, pas juste le danger lui-même. Exactement. Ça structure l'analyse. On peut avoir un danger très médiatisé, mais dont la probabilité réelle ou l'impact concret sont finalement faibles. Et inversement. Donc, gérer ce risque écologique, ce n'est pas juste attendre la catastrophe et essayer de réparer les dégâts. Ah non, surtout pas. C'est tout le contraire. La gestion des risques écologiques, comme les documents la décrivent, c'est un processus. Un processus proactif et complet. Ça consiste à mettre en place toute une série de démarches pour identifier ces dangers, la pollution, la déforestation, le changement climatique, les espèces invasives, etc. Ensuite, les évaluer. C'est là que notre RRDHO est utile. Et après, bien sûr, agir pour prévenir et réduire ces risques. Et on s'arrête là, une fois qu'on a agi. Non, justement, c'est là que ça devient intéressant. Il faut aussi surveiller. Surveiller en permanence les dangers, mais aussi vérifier si les mesures qu'on a prises sont efficaces. Les sources listent bien les étapes clés. Identification des risques, évaluation, probabilité, gravité, puis mise en œuvre de mesures. Ça peut être de la prévention, de l'atténuation. Atténuation, c'est-à-dire?
Réduire les émissions polluantes, par exemple, restaurer un écosystème abîmé, mettre en place des réglementations plus strictes, prévoir des plans d'urgence en cas d'accident. Plein de choses. D'accord. Et enfin, l'étape cruciale, le suivi et l'adaptation. On ajuste les stratégies en fonction de ce qu'on apprend, du contexte qui évolue. L'objectif final, c'est vraiment de protéger la biodiversité, les ressources, les services que la nature nous rend, tout en tenant compte des besoins humains. C'est une approche intégrée, globale. Et cette idée de processus, j'ai vu un schéma dans les documents qui le montre comme un cycle. Ça tourne en boucle en quelque sorte. C'est tout à fait ça. Le schéma cyclique, c'est une très bonne illustration. Ça montre bien que ce n'est jamais vraiment fini. Le cycle, en gros, c'est 1. On identifie les dangers et les impacts potentiels. 2. On analyse les risques liés à ces dangers. 3. On évalue, on code ces risques, on les classe par ordre de priorité. Avec notre formule RG égale D fois H fois O, par exemple. Voilà, ça peut aider à cette étape. 4. Ensuite, on essaie de les réduire avec un plan d'action concrète. 5. On agit, mais il reste souvent un risque résiduel, celui qu'on ne peut pas éliminer complètement, mais qu'on décide d'accepter en étant conscient. D'accord, on ne peut pas toujours tout ramener à zéro. Non, rarement. 6. Et puis, étape clé, la revue. On regarde ce que les actions ont donné, on surveille s'il y a de nouveaux problèmes, on tire des conclusions, on communique. Et surtout, il y a une flèche qui repart en arrière, le feedback. Le retour d'information. Exactement. Ce feedback, il nous ramène à la première étape, l'identification. Parce que de nouveaux dangers peuvent apparaître, notre compréhension peut s'améliorer. Le contexte change. Ce qui était acceptable hier ne l'est peut-être plus aujourd'hui. La politique de gestion elle-même, elle peut être définie au début ou ajustée après l'évaluation. Et surtout, elle évolue grâce à ce retour d'expérience. C'est un apprentissage continu. Bon, le cadre général est clair maintenant. C'est un processus continu et adaptatif. Mais pour faire l'analyse, l'évaluation, concrètement, on utilise quoi? J'imagine qu'il existe des méthodes, des outils. Les sources en listent pas mal, on dirait une vraie boîte à outils. Oui, le guide méthodologique présente une palette assez large d'outils d'analyse. On peut peut-être essayer de les regrouper un peu pour s'y retrouver, sans entrer dans tous les détails techniques. Bonne idée. Alors, on trouve d'abord des approches plutôt qualitatives. C'est utile pour une première évaluation rapide ou quand on n'a pas beaucoup de chiffres. L'exemple type, c'est la matrice de risque. Ça, j'ai déjà vu. On croise probabilité et gravité, c'est ça? Exactement. Probabilité faible, moyenne, forte. Gravité faible, moyenne, forte. Ça donne une première idée des risques prioritaires. On peut aussi citer l'analyse SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace. C'est connu en entreprise, mais on peut l'adapter pour voir les risques dans un contexte plus large. Ok, ça c'est pour le qualitatif. Et si on veut des chiffres? Alors, on passe aux méthodes quantitatives. Là, on essaie vraiment d'estimer les probabilités et les impacts avec des données, des modèles mathématiques. L'analyse de Monte-Carlo est un exemple. Monte Carlo, comme le casino. Possible et mieux comprendre l'incertitude. Il y a aussi l'analyse de la valeur à risque, VAR, qui vient de la finance. On peut l'adapter pour essayer d'estimer le coût économique d'une catastrophe écologique, par exemple. Intéressant. Et à part ça? On trouve aussi des méthodes basées sur les scénarios. Là, on imagine différents futurs possibles. Par exemple, plusieurs scénarios de changement climatique ou les conséquences de différents types d'accidents industriels. Et on regarde les impacts pour chaque scénario. Ça aide à se préparer à différentes éventualités. Tout à fait. Il y a aussi des outils vraiment spécifiques à l'environnement. L'analyse de cycle de vie, ACV, qui regarde l'impact d'un produit ou d'un service de sa fabrication jusqu'à sa fin de vie. Très utile pour un projet de construction, par exemple. Et puis, il y a l'évaluation des risques écologiques, ERA. Ça, c'est une méthode clé, vraiment faite pour déterminer si une substance chimique ou une activité humaine risque de nuire aux espèces ou à l'écosystème. C'est très structuré. Identification du danger, évaluation de l'exposition, caractérisation du risque. D'accord. Il y a aussi des outils pour voir les risques. La cartographie des risques écologiques avec les 6G, les systèmes d'information géographique, en gros, des logiciels de cartes très avancés. Ça permet de visualiser où sont les zones les plus vulnérables, où se concentrent les dangers. C'est super utile pour décider où agir en priorité. Oui, une carte, ça parle souvent plus que des chiffres. Exactement. Et puis, il y a des outils pour gérer l'incertitude, comme l'analyse de sensibilité, qui aide à voir quels paramètres ont le plus d'influence sur le résultat final. Et enfin, il ne faut pas oublier des cadres plus généraux, comme le fameux principe de précaution. Ce n'est pas une méthode d'analyse en soi,
mais c'est un guide. En cas de doute scientifique sérieux sur un risque potentiellement grave, il vaut mieux prendre des mesures préventives, même sans preuve absolue. Mieux vaut prévenir que guérir, en somme. C'est l'idée. Et la gestion intégrée des risques, qui est une approche globale. Elle insiste sur le fait qu'il faut regarder les liens entre écologie, société, économie. Elle promeut l'approche écosystémique, regarder le système comme un tout, et la notion de résilience. La résilience. C'est la capacité d'un écosystème à encaisser un choc, une perturbation, et à revenir à un état de fonctionnement acceptable. C'est très important aujourd'hui. C'est une sacrée boîte à outils. Ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas une seule méthode miracle. Le choix dépend vraiment du problème, des données qu'on a. Et des ressources disponibles, oui. Le guide insiste beaucoup sur cette idée d'approche intégrée, d'ailleurs. Regarder les interactions, ne pas cloisonner. C'est peut-être ça l'évolution la plus marquante. D'accord. Alors, si on revient à notre exemple concret, l'association Lestran, mettons qu'elle veuille lancer cette démarche sur son territoire. Par où elle commence, concrètement? Quelles sont les toutes premières étapes que le guide recommande? Le guide est assez pragmatique là-dessus. Avant de se perdre dans des analyses complexes, il faut d'abord faire 3 choses. 1. Délimiter le terrain. C'est quoi le périmètre exact qu'on étudie? Juste la plage, l'estran, cette zone découverte à marée basse? Est-ce qu'on inclut un bout de terre, les rivières qui arrivent? Jusqu'où on va en mer? Quelle profondeur? Faut être clair là-dessus. Cadrer le sujet, en quelque sorte. Exactement. 2. Comprendre comment ça marche localement. Identifier les différents écosystèmes dans ce périmètre. La mer, la terre, l'interface. Mais surtout, et la source insiste bien là-dessus, comprendre leurs interactions dynamiques. C'est-à-dire? Les liens entre eux, oui. Quels sont les flux des sols? L'eau, les nutriments, les polluants éventuels. Comment ça circule? Qui mange qui? Ce que les scientifiques appellent les relations trophiques. Il faut essayer d'avoir une vision en film, pas juste une photo instantanée. C'est plus complexe mais essentiel. D'accord. Une vision dynamique. Et la troisième chose? 3. Choisir ses thermomètres. Définir les indicateurs clés qu'on va suivre pour savoir si l'écosystème va bien ou pas. Quels paramètres précis va-t-on mesurer régulièrement? Ça peut être des indicateurs biologiques. Est-ce que telle espèce importante est là? En quelle quantité? Le guide cite l'exemple du suivi des bigorneaux ou des algues brunes par l'estran. Ou ça peut être des indicateurs physico-chimiques. La qualité de l'eau, sa température. Il faut choisir les bons indicateurs pour le tableau de bord. Donc, cadrer, comprendre les liens et choisir quoi mesurer. Logique. Et une fois qu'on a fait ça, pour passer à l'action, pour mettre en œuvre un plan pour réduire les risques, de quoi on a besoin? Alors là, les sources sont claires. Il faut 3 ingrédients principaux. Des ressources, évidemment. Du temps, de l'argent, du matériel. Le nerf de la guerre. Souvent, oui. Ensuite, des compétences. Le savoir-faire scientifique, technique. Soit on l'a en interne, soit il faut aller le chercher. Et ça mène au 3e point, les partenariats. Collaborer avec d'autres associations, des chercheurs, les mairies, les entreprises locales. C'est souvent indispensable pour mutualiser les moyens et les connaissances. Travailler ensemble. Exactement. Et un point que le guide juge vraiment crucial, c'est de ne pas essayer de tout mesurer. Il vaut mieux choisir quelques indicateurs vraiment pertinents pour les problèmes locaux, par exemple, suivre les types de déchets qu'on trouve le plus dans le port, ou l'évolution de populations d'espèces sensibles, comme les amphibiens ou les libellules, qui sont aussi mentionnés, et s'y tenir sur la durée. Mieux vaut peu mais bien suivi que trop et pas suivi. C'est tout à fait l'idée. Se disperser, c'est le risque. Il faut être focalisé pour avoir un suivi cohérent et pouvoir vraiment évaluer l'impact des actions. Et justement, mesurer les résultats de ces actions, c'est ça qui permet de savoir si on va dans le bon sens, si ça sert à quelque chose. Absolument. C'est le cœur de la boucle de retour, le fameux feedback. Il faut avoir défini à l'avance à quelle fréquence on fait les mesures. Certaines peuvent être qualitatives, des observations, d'autres quantitatives, des comptages, des analyses chimiques. Et surtout, il faut comparer les résultats qu'on obtient avec des seuils ou des objectifs qu'on s'était fixés. C'est là qu'on voit si les actions menées, par exemple pour réduire les déchets plastiques, ont un effet mesurable sur nos indicateurs. Est-ce qu'on trouve moins de plastique sur les plages? Est-ce que les oiseaux marins vont mieux? C'est concret. Oui, et les partenariats sont importants ici aussi, pour partager les données, pour utiliser les mêmes méthodes de suivi, comme participer à des programmes nationaux d'observation, ce que fait l'Estran. C'est une très bonne chose pour la cohérence. Et la communication dans tout ça? Essentiel. Les sources insistent beaucoup là-dessus. Il faut communiquer sur ce qui marche, bien sûr, pour valoriser les efforts, mais il faut aussi être transparent sur les difficultés, sur ce qui ne marche pas, quand les seuils d'alerte sont dépassés. C'est crucial pour garder la confiance des partenaires, du public, et pour mobiliser tout le monde.
Et puis, il y a la question du timing. Quand est-ce qu'on communique? Dès le début, au fur et à mesure, seulement à la fin? C'est une vraie réflexion à avoir. Tout ça, ça donne vraiment l'impression d'un travail de longue haleine. C'est pas un projet qu'on lance, qu'on termine, et hop, on passe à autre chose. C'est exactement ça. Le fait de mesurer les résultats, ce retour d'information permanent, ça amène logiquement à réviser le plan d'action. Si le mesure ne donne rien, on l'arrête, on essaye autre chose. Si on voit un nouveau problème apparaître, on l'intègre dans l'analyse. Parfois même, ça peut nous obliger à revoir notre analyse de risque initiale. Peut-être qu'on avait sous-estimé un danger ou mal compris comment l'écosystème réagissait. Du coup, on se fixe de nouveaux objectifs, on met à jour la politique de gestion globale. C'est un processus qui s'auto-alimente en fait. C'est ça. Le guide parle très clairement d'une démarche de management par amélioration continue. C'est un concept qui vient plutôt du monde de l'entreprise. On pense au cycle PDCA, plan Do, Check, Act, planifier, faire, vérifier, agir, mais qui s'applique parfaitement ici. Mais, et c'est un point fort des sources, ça demande un vrai changement de mentalité. Une évolution dans la façon de voir les choses pour tous les acteurs concernés. C'est-à-dire? Il faut passer d'une logique où on réagit juste au problème, où on essaie juste d'être en règle avec la loi, à une logique beaucoup plus proactive. Une logique basée sur la compréhension fine de comment marche l'écosystème local, sur l'observation rigoureuse et sur une action ciblée qu'on adapte en permanence sur les points vraiment critiques. Donc il faut développer une culture de l'apprentissage, de l'adaptation. Les exemples concrets de l'Estran, comme le suivi des déchets dans le port ou des espèces comme les bigorneaux, les amphibiens, ça illustre bien cette idée de collecter des données sur le long terme pour comprendre et agir. Parfaitement. Ces exemples montrent comment toute cette démarche, qui peut sembler un peu théorique au départ, elle prend racine dans la réalité du terrain. L'objectif, c'est bien de produire de la connaissance locale, spécifique au site qu'on étudie, pour pouvoir anticiper au mieux les risques environnementaux qui lui sont propres. Quels sont les déchets les plus problématiques ici? Comment ces populations d'espèces indicatrices réagissent aux pressions locales, mais aussi globales, comme le changement climatique? Et toujours en cherchant cet équilibre, qui est parfois difficile à trouver, c'est vrai, entre la protection de l'environnement, les activités économiques et les besoins sociaux. L'observation patiente, méthodique du terrain, c'est vraiment la clé pour une gestion qui soit à la fois éclairée et efficace. Bon, si on devait résumer l'idée maîtresse qui ressort de nos sources aujourd'hui, ce serait que la gestion du risque écologique, c'est bien plus qu'une simple formalité ou une réaction à une crise. Oui, c'est ça. C'est un processus dynamique, structuré et surtout continu. Il part d'une identification claire des dangers, utilise une analyse adaptée avec différents outils possibles, débouche sur des actions concrètes sur le terrain, mais ce qui l'anime vraiment, c'est ce suivi constant et cette volonté d'apprendre et d'ajuster sans cesse. C'est cette boucle d'amélioration continue qui est au cœur du système, on dirait. C'est une excellente synthèse. Et pour terminer, peut-être une petite question pour prolonger la réflexion. Une question inspirée par cette interconnexion forte qu'on a évoquée entre la mer, la terre, l'atmosphère et toutes ces interactions écologiques complexes. Quelle observation locale? Quelque chose qui pourrait nous sembler anodin aujourd'hui dans notre environnement proche, je sais pas moi, une espèce d'insecte qui se met à pulluler, la couleur d'une rivière qui change très légèrement, une plante qu'on voyait partout et qui disparaît discrètement. Est-ce qu'une telle observation, si on y regardait de plus près avec cette grille d'analyse en tête, ne pourrait pas être en fait un indicateur précoce, un signal faible comme on dit parfois, qui nous alerterait d'un risque écologique bien plus vaste qui est en train de se mettre en place? C'est une excellente question qui nous rappelle l'importance de l'observation attentive. Voilà, une pensée à méditer. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.